Première étape de ce grand angle, le Zimbabwe en proie à une grave et longue sécheresse due en partie au phénomène climatique El Niño. Ce grand pays d'Afrique de l'Est cherche des solutions pour sauver ses productions agricoles et les chercheurs locaux ont ainsi mis au point une variété de maïs capable de résister aux très fortes chaleurs. Les détails dans ce reportage. Cosmos Magorokocho travaille sur un nouveau maïs hybride capable de résister à la sécheresse. Ce chercheur zimbabwéen dirige une équipe qui sélectionne et croise les variétés les plus économes en eau. Résultat, un maïs qui a survécu malgré les fortes températures et les faibles pluies, dues au changement climatique et au phénomène El Niño. En pratique, ça veut dire que nous transférons les gènes d'une plante à une autre pour créer une nouvelle sorte de plante qui aura les caractéristiques désirées. Autrefois, quand le Zimbabwe exportait du maïs, il était considéré comme le grenier à céréales de l'Afrique. Aujourd'hui, il doit en importer 2 millions de tonnes par an. Cette année, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle, alors que 2,5 millions de personnes dépendent déjà de l'aide alimentaire. Mais les agriculteurs qui testent la semence hybride ont eu des récoltes. Comparé à d'autres graines, celles-ci ont survécu à la chaleur et au manque d'eau qui nous affecte. La récolte a été meilleure, je devrais avoir assez pour tenir jusqu'en février. Les chercheurs aimeraient répandre le maïs hybride rapidement dans les régions les plus sévèrement touchées, mais le processus est retardé par les tests de validation du gouvernement. Le temps presse, car les scientifiques envisagent déjà des conditions encore plus drastiques à l'avenir. Les recherches récentes montrent que les cultures n'arrivent pas à suivre le rythme du réchauffement climatique, simplement parce que les plantes mûrissent plus vite sous des températures élevées. Et quand elles mûrissent trop vite, les récoltes sont moins importantes. La sécheresse est l'un des enjeux clés de la conférence internationale COP22 en cours au Maroc. Sur le terrain, des solutions comme ce maïs redonnent de l'espoir aux agriculteurs et aux populations qui peinent à survivre. Et au Zimbabwe, les chercheurs rivalisent d'ingéniosité pour faire pousser des maïs résistants à la chaleur. En France aussi, on élève des produits, aussi des végétaux, au beau milieu du vacarme des villes. Jonathan Serrero. Oui, et cette ville, c'est Lyon. C'est dans la capitale des Gaules que se trouve la Fule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la Fule? Ce sont les initiales de la ferme urbaine lyonnaise. Et la ferme urbaine lyonnaise se trouve, figurez-vous, au beau milieu de l'Institut national des sciences appliquées de la ville rhodanienne. C'est là que sur seulement 25 mètres carrés, l'équipe de chercheurs fait pousser des salades, des fruits, des fraises et d'autres aromatiques. Le président de la ferme urbaine lyonnaise explique le système d'élevage et de production de tous ces végétaux. On l'écoute. Chaque plante est dans un godet, chaque godet est transporté par un chariot jusqu'à une station d'arrosage. Nous sommes dans une marche en avant continuelle. À la station d'arrosage, évidemment, la plante reçoit ses nutriments et repart sur le tapis de convoyage pour effectuer un cycle de sa vie. En fait, ce qu'il faut savoir, Valérie, c'est que cette technique offre de nombreux avantages puisqu'elle permet de produire en continu toute l'année. Autre possibilité offerte par cette technique, celle de reproduire tous les climats possibles, malgré le lieu fermé, clos et sans lumière. Ainsi, ces plantes à haute valeur ajoutée servent à fabriquer des produits cosmétologiques et aussi servir les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Et une autre ville qui s'est mise à l'heure de l'agriculture urbaine, c'est Paris. Un projet de serre urbaine va voir le jour très prochainement. Oui, au tout début de l'année 2017, correspond à la naissance de ce projet Paris Culteur qui va ouvrir donc ses portes au beau milieu du 12e arrondissement parisien sur la toiture d'un bâtiment de logements sociaux, un projet chapeauté par la mairie de Paris qui rentre dans le cadre du mouvement de végétalisation de 47 sites sélectionnés par la mairie. C'est la start-up Toit tout vert qui va s'occuper de l'élevage et de la production de jardins potagers et de fruits en tout genre, le tout étalé sur 1500 mètres carrés. Et direction à présent l'Afghanistan où la culture de pavot est en plein essor. Déjà connu pour être l'un des plus grands producteurs du monde de plantes d'opium, le pays a pourtant triplé ses récoltes grâce à l'utilisation de graines génétiquement modifiées, de quoi ravir les fermiers locaux. Andrea Benisti. Des plantes hautes qui, à l'extrémité de leurs tiges, renferment un moteur de l'économie du pays. Dans ces plantes poussent des graines de pavot, cultivées dans la majorité des territoires d'Afghanistan. Sur 34 provinces, seules 13 d'entre elles échappent à la culture de l'opium. La cause,
Les revenus de cette culture sont bien plus élevés que ceux perçus par la culture de céréales. Pour les paysans de ces provinces, produire plus, c'est gagner plus. Alors, pour doper les rendements, beaucoup d'entre eux se tournent vers les OGM. Ces graines modifiées peuvent être produites en 70 jours contre 5 à 6 mois habituellement pour une qualité identique. Ils ne pouvaient pas tirer 3 récoltes de la culture des anciennes graines de pavot, mais maintenant ils ont des semences modifiées qui prennent moins de temps à grandir. Ces graines poussent plus tôt, c'est pour ça qu'ils peuvent faire 2 à 3 récoltes par année. Une récolte en plein essor dont les fermiers ne gagnent que les miettes. Le fruit de leur dur labeur est happé par le commerce souterrain des narcotrafiquants. Pour gagner de l'argent ici, les gens doivent soit partir au combat, soit cultiver du pavot. Les fermiers touchent la plus petite partie de la culture du pavot. Ce sont les trafiquants qui récoltent le plus d'argent. Des graines destinées à renflouer les poches de l'insurrection islamiste talibane. L'optimisation de la culture de pavot dans le pays est l'aveu d'un échec d'un plan de lutte anti-drogue aujourd'hui au point mort. Alors on vient de le voir, grâce à ces modifications génétiques, les productions sont beaucoup plus élevées, bien plus importantes. En termes de chiffres, Samuel Calvo, ça revient à dire quoi? Alors oui Valérie, non seulement il y a de grosses avancées en termes de technique de production, mais également en termes de quantité de terres cultivées, puisque les surfaces dédiées au pavot en Afghanistan ont augmenté de 10% en 2016 par rapport à 2015. L'Afghanistan, qui est par ailleurs le premier producteur mondial, ça s'est donc concrétisé par une hausse de 43% de la production d'opium par rapport à 2015. On est donc passé de 3300 tonnes à 4600 tonnes selon le rapport de l'Agence des Nations Unies contre la drogue et le crime. Malgré les efforts du gouvernement, les moyens sont insuffisants et l'éradication de ce fléau reste largement hors de portée. Je vous propose d'écouter un responsable de l'ONU et des représentants du gouvernement afghan, justement. Il est vraiment perturbant de voir une hausse considérable de la culture du pavot dans le Nord, qui a probablement été causée par la détérioration de la sécurité dans la région. Je crois qu'avec l'équipement actuel, les infrastructures et la force d'intervention civile actuelle, nous ne pouvons pas lutter contre la culture du pavot dans les régions peu sûres. La production de narcotiques est un problème régional et international et la lutte contre ce phénomène destructif requiert des contributions régionales et internationales. Et le Maroc accueille en ce moment même la COP22, la grande conférence internationale sur le climat, l'occasion de s'intéresser à l'agriculture de ce pays frappé lui aussi par la sécheresse. Dans un petit village de l'Est marocain, 2 pompes à énergie solaire servent à alimenter l'agriculture locale en eau. Les explications tout de suite. À Tafougalt, dans les montagnes marocaines, la majorité des habitants vivent de l'agriculture. Mais avec le changement climatique, les pluies sont de plus en plus imprévisibles. Ici, une association a donc installé des pompes alimentées à l'énergie solaire pour récupérer l'eau souterraine. Pendant de nombreuses années, nous avons fait venir de l'eau de très loin. On devait passer plus de 3 heures pour aller chercher de l'eau à 3 ou 4 kilomètres d'ici. Auparavant, les agriculteurs utilisaient des générateurs au diesel. Mais dans ces montagnes, l'énergie solaire est une ressource illimitée et non polluante. Sidik est le gardien du puits local depuis 17 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, tout fonctionne avec l'énergie solaire. Avant, l'essence était chère, les fermiers payaient 5 € de l'heure pour de l'eau. Mais aujourd'hui, à ce prix, ils peuvent avoir 4 heures d'eau. C'est encourageant. Les fermiers peuvent survivre. Pour préserver la moindre goutte d'eau, des bassins ont aussi été installés pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons des bassins pour vraiment collecter l'eau pluviale et nous sommes en train aussi de travailler sur l'utilisation du brouillard pour récupérer l'eau. Au fil des années, beaucoup sont partis du village pour chercher une vie meilleure en ville. Mais avec les nouvelles pompes, certains sont revenus cultiver leurs terres. 450 agriculteurs profitent aujourd'hui de cette eau solaire.